Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais un second vidéo pour vous parler de la Première Guerre mondiale. Donc, comme je l'avais déjà un petit peu expliqué en classe, euh, dans le cahier, ils sont très... c'est vraiment court ce qu'ils nous expliquent sur la Première Guerre mondiale. Donc, je voulais prendre le temps de vous expliquer vraiment en détail plus cet événement-là qui a marqué le monde, parce que c'est la première guerre dite moderne avec de l'équipement fait pour euh, tuer des masses. C'est un événement très exceptionnel. Donc, je voulais prendre plus de temps pour vous expliquer le tout. J'avais déjà fait parvenir mes présentations PowerPoint à ce sujet-là. Maintenant, je vais vous l'expliquer en détail pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Naturellement, euh, il n'y aura pas d'exercice sur cette présentation-là. Okay? On va s'en tenir seulement à la matière que le cahier vous donne, sauf que moi, je vous donne ce petit vidéo-là un peu plus pour avoir plus que ce que le curriculum vous offre, puis afin de mieux comprendre qu'est-ce qui a mené à cette guerre-là, c'est quoi les aboutissements aussi de cette guerre-là. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Donc, je mets une petite carte de quoi a l'air le monde à cette époque. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est nos possessions britanniques. Donc, on voit que l'Empire britannique, à cette époque-là, est extrêmement influent. Donc, on a presque sur tous les continents, on a des ports qui appartiennent aux Britanniques, donc très influents. On a aussi les Français qui ne sont pas en reste quand même. En Afrique, ils sont très, très, très influents. On a même en Indochine aussi. Euh, donc, très influente aussi. Nos Portugais qui ont encore certaines possessions, comme les Espagnols. Les Italiens qui commencent à avoir certaines possessions en Afrique, qui essaient de se faire un petit empire colonial. Ça va rester quand même assez simple. Du même que l'Allemagne, qui a quelques possessions, on voit en Afrique. On a aussi en Asie, qui a quelques petites possessions. Et on voit aussi qu'à l'époque, on a le Japon qui s'étend à l'extérieur des îles. Mais on a naturellement l'Empire de Russie qui est très, très grand, qui est encore à cette époque dirigé par les tsars, qui sont si on veut, les empereurs de Russie. Donc, on est encore à l'époque dite du tsarisme. Bon, on se rappelle premièrement qu'il y avait encore cette pensée-là de l'homme blanc supérieur et il faut absolument que tu aies le plus de colonies possible pour être capable de démontrer à tout le monde de, oh mon Dieu, t'es donc exceptionnel, ta civilisation est très avancée parce qu'elle a des colonies et qu'elle peut aller répandre cette bonne nouvelle-là de la civilisation. Donc, on continue dans cette veine-là de l'impérialisme où euh, les États européens vont continuer à accroître leur puissance, puis ils veulent être de plus en plus influents. On veut être les plus big, on veut être les plus importants, on veut être reconnu comme étant une nation puissante. Ce que ça fait, c'est que ça donne lieu à des tensions. Je reprends encore le même exemple que je donne tout le temps, que c'est comme si je prenais la classe, je la vide, j'enlève tous les bureaux, je les assois de tous les côtés et je mets plein de balles comme les piscines de balles comme au Cosmic Adventure. Puis je vous dis, OK, à gauche, c'est celle qui a le plus de balles. Au début, ça va bien, il y en a assez pour tout le monde, mais c'est pas long qu'il manque de balles puis que vous commencez à vous battre pour les balles. Même chose avec ces pays-là, on commence à se marcher sur les pieds au niveau des territoires. Donc, il y a une augmentation du budget des armées parce qu'il y a des tensions, on voit que tu as des tensions avec ton voisin. Donc, on commence à avoir cette course à l'armement-là parce qu'on veut être celui qui a le plus gros fusil et qui en a le plus. On veut être, parce que c'est un outil de dissuasion. Parce que si ton voisin il sait que toi, tu es très bien armé, ça va moins tenter de venir t'attaquer.
Donc, il y a cette course à avoir une armée bien équipée, l'armement moderne, plus efficace, plus meurtrier, et à avoir aussi beaucoup de soldats. Il va en venir à deux grandes alliances. D'un côté, la Triple Entente qui comprend, ça dit triple, trois, donc la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et naturellement, on a quelques petits alliés. De l'autre côté, les puissances centrales comprenant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, qui est encore, l'Autriche-Hongrie est assez important à cette époque-là, et l'Empire ottoman qui se situe aux alentours de la Turquie. Je ne sais pas si on peut le voir. On voit ici, là, donc on a notre Empire ottoman qui est dans les environs de la Turquie moderne. Et naturellement, leurs alliés. Donc, petite carte ici pour vous démontrer notre triple entente, tous les pays qui en font partie, donc Royaume-Uni, Russie et France. Mais on a aussi, on voit, on a le Portugal, on a la Belgique, on a l'Italie. Chose intéressante, puisque l'Italie, on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont être dans le camp des Allemands, mais dans cette Première Guerre mondiale-là, ils sont du côté de la Triple Entente. On a aussi tout ce qui est Serbie, Albanie, Grèce, Roumanie qui sont du côté de la Triple Entente. Du côté des puissances centrales, on va avoir, et ça dit, c'est pour ça qu'on les appelle puissances centrales, c'est qu'elles sont au centre de l'Europe. Alors, on a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie qui va être là aussi. On a l'Empire ottoman qui va aussi être avec eux. Du côté de ceux qui sont neutres, on a pas mal les pays nordiques comme la Norvège, la Suède, le Danemark. On a aussi l'Espagne qui va être neutre, les Pays-Bas et la Suisse qui continue son habitude, qui, elle, va être pas mal... là, cette habitude-là, pendant les conflits internationaux, elle ne s'implique pas, mais elle peut vous faire un prêt avec un bon taux d'intérêt. Juste avant, juste faire une petite parenthèse. Un autre terme qu'on entend, qu'on utilise souvent et qui est un peu plus côté historique, plus il définit mieux le terme, c'est au lieu de dire Première Guerre mondiale, souvent vous allez voir qu'on parle de Grande Guerre. Pourquoi le terme Grande Guerre est plus approprié? C'est parce que c'est le terme qu'on utilisait à l'époque parce que c'était vraiment une guerre exceptionnelle et on arrivait, la seule chose qu'on a pu trouver pour la qualifier, c'est la Grande Guerre. Parce que si tu dis que c'est la Première Guerre mondiale, ça implique qu'il va en avoir une deuxième. Mais comment les gens à l'époque peuvent le savoir qu'il va en avoir une deuxième? C'est impossible. C'est pas Back to the Future. Là. On ne peut pas le savoir. Ce terme-là va venir plus tard d'appeler ça la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. La seule chose qu'on va l'appeler, ça va être la Grande Guerre. Donc, si je parle de Grande Guerre ou de Première Guerre mondiale, c'est la même chose. Donc, fin de cette petite parenthèse-là de nomenclature. Là, il faut faire attention. Parce que partout où on lit, il y a des gens qui vont avec une explication simple de la Première Guerre mondiale, qui vont aller en disant simplement « Ah, c'est l'Allemagne qui est partie à la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui est partie à la Deuxième Guerre mondiale. » C'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on va voir que c'est pas une journée, tout le monde, on se tient la main, on danse comme Kumbaya ensemble, puis le lendemain, on commence à se tapocher dessus dans les tranchées. Non, non, non. C'est vraiment une escalade, ça, petit peu par petit peu, pour se rendre là. Donc, le 28 juin 1914, on a un extrémiste serbe qui va assassiner le couple héritier de l'Autriche-Hongrie. On s'appelle la Serbie qui fait partie de la Triple Entente, alors que l'Autriche-Hongrie fait partie de l'autre côté de les puissances centrales. Donc, il va assassiner l'archiduc Ferdinand. Archiduc Ferdinand, il me semble son nom, désolé le blanc, qui va, eux autres, c'est les héritiers du trône. Et donc, côté relations internationales, quand il y a quelqu'un de ton pays qui va assassiner les héritiers du trône d'un autre pays, c'est jamais bon pour vos relations. C'est jamais, jamais bon pour les relations. Donc, immédiatement, l'Autriche-Hongrie, ça ne sera pas long qu'elle va déclarer la guerre à la Serbie. Et là, d'un autre côté, c'est tout
c'est ce jeu d'alliance-là qui va se mettre en marche. On va se lancer des ultimatums qu'on va dire, OK, si tu ne réponds pas à telles exigences dans 48 heures, il se passe ça. Et on se donne des ultimatums absolument impossibles à suivre. Donc, on se lance des ultimatums, mais là, c'est pas long que chacun va dire à ses alliés, hey, si moi je m'en vais en guerre, est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que toi, tu viendrais avec moi si on va en guerre? Donc, c'est tout ce réseau d'alliances-là qui se met en branle. Ce qui fait en sorte, c'est que l'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie. La Russie, qui elle est alliée de la Serbie, mais tout de suite va se ranger du côté de la Serbie, va dire non, 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 je défends la Serbie. Et là, ainsi de suite, chacun fait appel à ses alliés. Donc, 1er août 1914, donc quelques petits faits qui commencent. 1er août 1914, l'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie. Et là, rapidement, ça finit que tout le monde se déclare la guerre entre eux et que tout le monde est en guerre. Le Canada, automatiquement, dès que la Grande-Bretagne déclare la guerre, tout de suite comme ça, on est en guerre parce qu'on est encore, à cette époque-là, considéré comme une colonie. Bien que on a notre Parlement, on a fait la Confédération, mais on est quand même encore sous la juridiction du Royaume-Uni, ce qui fait en sorte qu'on rentre en guerre. Donc, aussi, en 1917, on a les États-Unis qui vont rentrer en guerre, ce qui fait en sorte que là, le monde va vraiment qualifier ça de guerre mondiale. 32 pays qui prennent part au conflit, même si les combats vont être majoritairement en Europe et en Asie. En Asie, ça va être surtout des combats navals. Mais ce qui est spectaculaire de cette guerre-là, c'est la première guerre vraiment qui va avoir qui est fait pour, comment dire, ça va être des meurtres de masse. Il y a tellement de morts, c'est la première guerre aussi meurtrière. Ce qui fait en sorte que les gens sont vraiment impressionnés, ils sont sous le choc de voir à quel point l'être humain est capable d'inventer des armes de destruction massive comme ça, fait pour tuer le plus possible de gens. C'est exceptionnel. Bien que, techniquement, si on retourne à la guerre de 7 ans entre autres, les Britanniques et les Français, c'était techniquement la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait des combats un peu partout, sauf que c'était pas une guerre aussi meurtrière parce que faut dire qu'on avait encore un armement assez, je ne vais pas dire primitif, mais un armement l'arme à feu n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On s'entend qu'à l'époque, oui, il y avait des canons et tout, mais les armes à feu, les mousquets que tu tires, que ça te prend plusieurs secondes à, à recharger avant de tirer, tu ne fais pas beaucoup de victimes. Et ce n'était pas aussi des aussi grosses armées. Ce qui fait en sorte que c'était pas aussi meurtrier. Mais la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, va devenir vraiment la Première Guerre à être aussi meurtrière. Dès qu'on tombe en guerre, le gouvernement canadien doit élargir ses pouvoirs parce que tout doit être centré sur les mesures de guerre. Excusez-moi. Donc, tout doit être centré sur les mesures de guerre. On n'a pas le temps de vraiment respecter les champs de compétences, de respecter tout le processus et les droits. Non, non, il faut vraiment que l'État soit efficace, qu'il puisse mettre les lois qu'il doit mettre en place. Ce qui fait qu'en 1914, le gouvernement canadien va adopter la loi sur les mesures de guerre. Ce qui fait en sorte, c'est que le fédéral peut prendre toute décision qui est jugée nécessaire à la sécurité du Canada. Donc, tout ce qui dit ça, c'est nécessaire pour la sécurité et la défense du Canada, peut le faire. Il peut censurer ce qui se passe dans les journaux, ce qui se passe dans les livres, ce qu'on dit à la radio. Il peut contrôler les prix, différents articles et les salaires pour s'assurer que l'économie continue de bien fonctionner. On peut intervenir dans n'importe quel secteur de l'économie pour orienter la production des usines vers la guerre. Ce qui veut dire qu'on peut arriver n'importe quelle usine et demander, toi, j'ai besoin que tu produises ça. Avant, tu produisais un autre produit de la vie courante. Non, 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 change ça, produis ça. Bien que plusieurs entreprises vont commencer à le faire d'elles-mêmes, vont répondre aux appels d'offres des gouvernements pour devenir des fournisseurs parce que l'économie de guerre, c'est de l'argent facile. Les armes, ça se vend très bien. Alors, il y a plusieurs usines qui vont le faire par elles-mêmes, sauf que techniquement, le gouvernement a le droit d'arriver et de changer la production d'une usine.
Au niveau de l'immigration, durant la guerre, on sait que le Canada a une longue histoire d'être une terre d'accueil, qu'on accueille l'immigration. Durant la guerre, on va freiner ça parce qu'on a peur qu'on ait ce qu'on appelle des immigrants indésirables qui viennent de pays ennemis. Donc, on a peur que les autres y viennent et qu'ils soient dangereux pour notre pays. On va voir ça un peu plus tard. Donc, on va appliquer des politiques d'immigration discriminatoires. On va refuser des gens qui viennent de pays ennemis, tout simplement. Aussi, ceux qui sont déjà ici, mais qui sont originaires d'un des pays ennemis, leurs droits vont être très limités parce qu'on a peur qu'ils soient une menace. Donc, retrait du dos, on va retirer leur droit de vote. Ils n'ont pas le choix de s'inscrire dans un registre. Ils vont avoir des rencontres obligatoires avec un responsable du gouvernement. Et s'il ne manque une de ces rencontres-là, on les arrête directement. On va même faire certains camps de travail pour ces gens-là, pour s'assurer qu'ils ne sont pas de nuisance, parce qu'on a vraiment peur. On a vraiment peur qu'ils soient des espions et qu'ils fassent aussi du sabotage de nos usines. Donc, comme je disais, on met en place des camps de travail pour les immigrants qu'on considère comme une menace sérieuse pour le Canada. Et une des raisons possibles pour lesquelles tu peux être là, c'est si tu oublies de t'inscrire au registre ou c'est volontaire. Aussi, si tu manques un rendez-vous avec un fonctionnaire, parce que tu as des rendez-vous qui vont poser des questions, s'assurer que tu n'es pas louche, tu n'as pas des affaires dangereuses. Donc, si tu manques ça, on va t'enfermer. Et ces camps de travail-là sont surtout dans les prairies parce qu'on veut les éloigner le plus possible des centres urbains et des centres industriels aussi, où ils pourraient être des menaces, où ils pourraient risquer de faire de l'espionnage, donner de l'information à l'ennemi ou saboter nos usines. Donc, on les tient là et eux autres, ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là, on s'entend, c'est des camps de travail, mais on est loin des camps de la mort des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces camps qui sont relativement bien tenus, ils sont payés pour leur travail, surtout on va leur faire ce qu'on appelle en bon québécois du cheap labor. Donc, ils vont faire du travail du style entretenir les parcs nationaux, refaire les routes, fabriquer des petites choses. Donc, on les tient. Et oui, toute la famille y va. Papa, maman, les enfants vont à ces camps-là. Mais ils sont nourris, ils sont logés et on leur donne une allocation pour le travail qu'ils font. En temps de guerre, notre industrie, qui était orientée plus vers une industrie de biens de consommation, se transforme complètement. On a besoin d'une industrie de guerre. On doit vraiment transformer ça, produire le plus possible. Et c'est ça qui est impressionnant, qui fait un changement complet par rapport à les guerres précédentes, c'est que maintenant, on a cette industrialisation-là qui fait qu'on produit de la mort en série. Là. On produit des armes de destruction rapidement. Tu peux détruire des avions, mais il y en a d'autres qui arrivent. Tu peux détruire, tu peux tirer des milliers d'obus, puis il y en a d'autres qui vont arriver. Là. On produit. Donc, on va se mettre à produire massivement des armes, des munitions, du matériel, peu importe, matériel médical, des habits, etc., des véhicules. Le secteur agricole aussi va connaître une croissance phénoménale. C'est un bon moment pour les fermiers parce qu'il faut qu'on nourrisse les troupes et les populations en Europe. En Europe, on s'entend, c'est pas le moment d'aller travailler dans ton champ quand il y a la guerre. Il y a certains secteurs, naturellement, que c'est plus calme, mais quand il y a des tirs de mortier, des gens qui se tirent dessus, des villages, les gens, ils ne peuvent pas aller travailler dans les champs. Donc, il faut qu'on les nourrisse, ces populations-là. Il faut qu'on nourrisse les soldats. Donc, les fermes du Canada vont être en expansion. L'agriculture va très bien se porter au Canada pendant ce temps-là parce qu'il y a une demande incroyable pour ces produits-là. L'industrie navale aussi va être stimulée parce que, le matériel est transporté par bateau vers l'Europe, parce qu'on est encore au tout début de l'aviation, donc les gros avions cargo n'existent tout simplement pas, donc tout se fait par bateau, mais aussi, il y a des guerres navales, donc on doit produire aussi des bateaux de guerre. Donc, petite image d'une usine ici, et ici, c'est toutes des obus. Et on voit les ouvrières qui circulent entre les obus. On en produit, c'est phénoménal.
On va former le Canada, le corps expéditionnaire canadien, qui, dans le fond, c'est l'armée qu'on va envoyer en Europe. Ça va être formé de 600 000 soldats qui vont être envoyés tout au long de la guerre. 600 000 soldats, à l'époque, pour la population du Canada, c'est exceptionnel. C'est à peu près un 13e de la population canadienne. Donc, une personne sur 13 allait en guerre, à peu près. Donc, c'est beaucoup. Il va en résulter 60 000 morts et 150 000 blessés. Excusez, petite erreur dans ma présentation, pas blessure, mais blessés. Donc, 150 000 vont revenir blessés. On va créer aussi le 22e bataillon, qui est aujourd'hui connu sous le nom du Royaume 22e Régiment pour les francophones, pour essayer de les inciter à venir se joindre à la guerre. Parce que les francophones vont être un peu plus, comment dire, plus frisquets à aller risquer leur vie en Europe, quand, selon eux, c'est des guerres entre les Britanniques et les autres puissances européennes. Moi, j'ai aucun lien d'attachement. Alors, pour les inciter, on dit, regarde, on va faire un régiment que c'est strictement des francophones. Donc, c'est pour ça qu'on forme le 22e bataillon. Donc, aujourd'hui, avec l'emblème, on a le castor, qui est l'animal emblème du Canada. On a aussi la couronne qui représente la royauté. Donc, on fonde le 22e bataillon pour encourager, qui est un bataillon uniquement francophone, pour les encourager à venir. Vous allez être juste des francophones avec vous. Donc, on veut les inciter à venir se joindre. Donc, j'ai mis ici une petite image. C'est de ça que ça a l'air ce qu'on appelait les No Man's Land. Parce que au début de cette guerre-là, on va avoir des avancées, ça va être un peu... on va avoir des avancées et tout de suite, on va se foncer dessus, mais après ça, on va commencer à se stabiliser et on va créer des tranchées. C'est là que la guerre des tranchées va commencer. Et entre les tranchées adverses, il y a un gros étendu qu'on va appeler le No Man's Land, qui est un étendu, c'est la barre. Il n'y a rien, on se tire dessus. Donc, cet étendu-là, souvent, il n'y a plus d'arbres, c'est tout brûlé. Il y a de la boîte, il y a des trous de but, il y a des cadavres, il y a des véhicules explosés. Et quand on tente des attaques pour aller prendre la tranchée adverse, eh bien, il faut traverser cet endroit-là qui est extrêmement difficile. Pour vous donner un bon aperçu de quoi ça a l'air, je vous suggère fortement de regarder le film 1917, c'est un film qui va vous donner... vous ne pouvez pas avoir un meilleur aperçu de la Première Guerre mondiale de quoi ça a l'air, le No Man's Land. Il y a des scènes exceptionnelles, c'est un peu difficile par moment parce que ce film-là, c'est un film de guerre, c'est pas les Kalinours, on s'entend, on est loin des Teletubbies qui se promènent dans la prairie, c'est un peu violent, mais c'est d'avoir une bonne idée de ce que la Première Guerre mondiale avait l'air. Je vous suggère fortement. Il devrait sortir bientôt sûrement sur Vidéotron, Google Play, ces applications-là pour visionner en ligne. Je vous suggère fortement. Première Guerre mondiale a vu aussi l'apparition des premiers blindés, donc et aussi le développement de l'aviation. Donc, les premiers blindés, j'en donne un exemple ici. Celui-ci est un modèle britannique, il me semble. Ça ne sera pas super efficace. On voit déjà certains traits des blindés modernes, donc avec entre autres les systèmes avec les chenilles ici qui permettent de se promener dans un environnement, dans la boîte, n'importe où, pour avoir une traction maximale. Le problème, c'est qu'ils vont être très peu fiables. Ils vont souvent tomber en panne, leurs moteurs ne seront pas assez puissants pour le poids de l'engin. Donc, ils vont souvent tomber en panne. Ce ne sera pas des véhicules très, très fiables. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment changé la guerre comme plusieurs l'espéraient, mais c'était quand même, sur le champ de bataille, c'était très intimidant. Et des blindés accompagnés de soldats qui les suivaient, qui servaient beaucoup du blindé aussi comme pour s'abriter lorsqu'ils avançaient vers la tranchée adverse, c'était très intimidant et oui, ça pouvait avoir un certain impact. Sauf que les blindés tout seuls, avoir des compagnies de blindés seuls,
il va falloir attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on ait des blindés vraiment efficaces. Il va falloir attendre au modèle, entre autres, je pense au modèle britanniques, américains, les Sherman. Je pense aussi aux Allemands qui vont faire des blindés exceptionnels. Mais il va falloir attendre vraiment à la Deuxième Guerre mondiale pour avoir des blindés qui vont être vraiment efficaces. À cette époque-là, c'est encore c'est rudimentaire et les soldats le disent eux-mêmes, c'est pas fiable. Donc, mais ça a permis des avancements exceptionnels. On voit aussi l'aviation qui va se développer. Au début, c'était des avions assez... c'est encore des biplans et c'est une armature souvent en bois recouverte d'une toile. Donc, ils sont très fragiles, ils ne sont pas super vite et disons que l'espérance de vie des pilotes à cette époque était pas très élevé. Tu faisais 2-3 missions et si tu n'étais pas mort, félicitations, tu es chanceux parce que la majorité mourait assez rapidement. Mais c'est des innovations techniques exceptionnelles. La guerre aérienne va changer complètement tout l'appareil de guerre parce que ça va devenir primordial d'avoir cette dominance-là aérienne pour être capable de contrôler un territoire. Surtout quand on va commencer, plus vers la fin de la guerre, développer des grands bombardiers qui peuvent survoler une région et lancer plusieurs bombes en même temps. Naturellement, ça ne sera rien comparé aux bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un développement important et de plus en plus de pays vont se rendre compte qu'on n'a pas le choix d'investir dans une aviation. On ne peut pas laisser les airs à l'ennemi. Alors, on se rend compte qu'il faut qu'on domine, pour gagner une guerre, il faut qu'on domine sur la terre, sur la mer et dans les airs aussi. Donc, ça change complètement cette mentalité de guerre-là. On le sait, l'effort de guerre coûte très, très cher. Je vais juste me tasser ici pour que vous voyez. C'est cher, l'armement. C'est excessivement cher. Donc, ce qu'on va faire, petit truc qu'on va découvrir, c'est qu'on va se mettre à vendre des obligations de la victoire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit coupon qu'on vend à la population pour une somme, c'était pas une grosse somme, c'était pas 200$. Là. Donc, on vend ça à la population et c'est un peu comme un prêt. Donc, exemple, j'ai un exemple au hasard que moi, à l'époque, je suis un citoyen et j'achète ça pour 5$. Bien, à la fin de la guerre, le gouvernement s'engage à me rembourser mon 5$ avec des intérêts. Donc, c'est comme un genre d'investissement que je fais. Il me revient plus d'argent à la fin de la guerre. Pour le gouvernement, c'est excellent parce que ça permet de rapidement, parce que là, avoir accès à de l'argent et surtout en grande quantité. On va mettre aussi premier régime d'impôt sur le revenu. Auparavant, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. On avait la taxe, naturellement, mais il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Donc, c'est une grosse évolution. Donc, en 1916, on va avoir une loi taxant le profit des entreprises canadiennes. Donc, sur le profit que les entreprises canadiennes font, on va les taxer à un certain pourcentage et cet argent-là s'en va dans les coffres d'État pour financer l'effort de guerre. En 1917, il va y avoir aussi la loi de l'impôt de guerre sur le revenu des particuliers. Les particuliers, c'est vous et moi, c'est vos parents, c'est n'importe qui travaille au Canada, va avoir son revenu qui va être imposé, il va y avoir de l'impôt dessus qui s'en va dans les coffres de l'État pour financer l'effort de guerre. Les femmes vont avoir un rôle très, très, très important pendant cette guerre-là parce qu'on manque de main-d'œuvre, parce que tous nos ouvriers sont en guerre. Ça fait en sorte que vers qui on va se tourner? On va se tourner vers les femmes. Donc, plusieurs femmes vont aller travailler dans les usines, mais aussi on va avoir plusieurs femmes qui vont même s'engager outre-mer, qui vont aller sur les champs de bataille, surtout comme pour des infirmières. Donc, c'est vraiment, au niveau du travail, c'est une révolution. Et les femmes, surtout au Québec, où traditionnellement, oui, il y avait des femmes qui travaillaient dans les usines, sauf que c'était pas la majorité, parce qu'il y en a beaucoup que cette mentalité-là, un peu que les femmes, leur rôle, c'était de s'occuper des enfants. Et là, on va avoir de plus en plus des femmes qui vont prendre la place dans les usines et qui vont
s'imposer au travail. Et fait parallèle, ça va faire en sorte aussi que ça va leur permettre d'obtenir le droit de vote. Les femmes vont finalement obtenir leur droit de vote. Attention, au fédéral. Donc, en 1918, ils vont obtenir leur droit de vote, mais attention, il va falloir attendre dans les années 1940 au Québec pour obtenir le droit de vote. Ce qui fait en sorte que les femmes peuvent voter au fédéral pour le premier ministre du Canada, mais ne pouvaient pas voter au provincial pour le premier ministre de leur province, entre autres à cause de la pression de l'Église catholique. Mais toute leur participation va leur permettre d'obtenir justement ce droit de vote-là au fédéral. Au début de la guerre, l'enrôlement est volontaire. Donc, on dit, ceux qui veulent s'enrôler, libre à vous, venez-vous-en. Les Canadiens français, on est peu enclins à s'enrôler parce qu'on dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas notre guerre, c'est une guerre d'empire, c'est leurs intérêts, c'est en Europe, c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Alors, c'est surtout des anglophones, des Canadiens anglais qui vont s'enrôler. On n'aura pas le choix en 1917 parce que la guerre commence à s'enliser, il n'y a plus d'avancement, on est dans cette guerre de tranchées-là où chacun est dans ses retranchements. On essaie de faire des avancées, mais si ça ne marche pas, on est repoussé. On prend possession des terres, mais on se fait repousser, donc c'est long et il y a de plus en plus de morts, ce qui fait en sorte qu'on manque de soldats. Et au début, cet talent-là, surtout de la jeunesse qui voulait de l'aventure et tout, et qui ça va être une guerre vite fait, bien fait, tu sais. Ça s'enlise et là, les gens qui voient leur concitoyens revenir tout massacrés ou qui voient juste pas revenir, ça les décourage un peu d'y aller. Donc, on n'a pas le choix en 1917 de mettre la loi sur le service militaire. Ça fait en sorte que tout homme âgé de 20 à 45 ans qui est célibataire, veuf, donc qui a perdu sa femme, et sans enfant, doit s'enrôler. Donc, doit être obligatoirement dans l'armée. On va venir les chercher. Sinon, tu peux te faire emprisonner. Naturellement, du côté des francophones du Québec, il va y avoir des tensions. On ne sera pas content. Les francophones sont vraiment pas contents de cette mesure-là parce qu'on nous oblige de faire ça alors que nous, on ne voulait pas guerre. Si vous voulez aller vous faire tuer en Europe, allez-y, mais obligez-nous pas. Donc, ça a augmenté des tensions qui existaient déjà entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Il va y avoir plusieurs manifestations à Québec contre la conscription en 1917 et en 1918. Donc, ça ne sera pas beau. Il va y avoir plusieurs manifestations. Il va falloir sortir la police à coups de matraque. Une grosse période de tension au Québec. À la fin de la guerre aussi, d'autres problèmes vont se poser. Les soldats, il faut les démobiliser, donc les retourner à la vie civile. Et là, ils reviennent, naturellement, ils vont retourner, il faut qu'ils travaillent, donc ils vont retourner travailler dans les usines. Ça va faire que plusieurs femmes vont perdre leur emploi. Mais les femmes, elles ne veulent pas quitter leur emploi, elles veulent travailler, ce qui va causer des conflits. Aussi, on va essayer, pour aider les soldats à se faire bien, on va leur offrir une terre et une pension pour les aider à retourner à la vie normale et se réintégrer. Sauf que, petit problème, il y a plusieurs soldats qui reviennent blessés gravement. Il y en a qui vont être mutilés, donc il leur manque des membres et surtout traumatisés. C'est là qu'on commence à parler de ce qu'on appelle le shell shock. Le shell shock, c'est un peu la première dénomination qu'on va avoir du choc post-traumatique. Au début, on commence dès le début de la guerre à avoir des soldats qui présentent ces symptômes-là, qui sont complètement figés sur place, qui réagissent de façon incontrôlables, ils sont juste pas cohérents, ils sont plus là. Certains vont juste carrément partir à courir dans le no man's land en hurlant jusqu'à temps qu'ils se fassent tirer dessus. Il y en a qui vont refuser aussi des ordres. Au début, les officiers, c'est bien triste, mais ils vont qualifier les hommes qui ne veulent pas obéir aux autres et qui sont juste pétrifiés, qui ne réagissent plus, qui restent en position fétale en bas dans un coin de la tranchée, ils vont les qualifier de peureux, de couards, on se comprend, des pas braves. Donc, souvent, on va les envoyer au tribunal militaire.
parce qu'on dit qu'ils refusent des ordres directs. Sauf que là, il va commencer à avoir des médecins qui vont commencer à parler de ce terme-là de choc, que les soldats sont traumatisés. Alors, on commence, niveau psychologie, à se développer, aussi comprendre que l'être humain peut réagir vraiment de façon incontrôlable à certains grands traumatismes. Donc, ça a donné beaucoup d'avancées au niveau de la psychologie. Mais ils n'ont pas les ressources d'aujourd'hui et ça va être très longtemps, ça va prendre du temps avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui pour traiter ce genre de choc-là. Donc, les soldats, ça fait en sorte que c'est encore plus difficile à se réintégrer à la vie civile, à retourner au camp. Une autre des conséquences de la Grande Guerre, c'est que le Canada va obtenir plus d'autonomie. À cause que le Canada s'est impliqué, ça lui permet d'avoir un peu plus de poids pour revendiquer d'avoir plus d'autonomie. Ce qui fait qu'en février 1919, on fonde la Société des Nations, qui est un peu l'ancêtre de l'ONU, en moins efficace. Mais en tout cas, on voulait essayer d'éviter de recréer, éviter d'en venir à une autre guerre aussi sanglante. Donc, on fonde cette société-là où plusieurs pays sont représentés, puis on veut discuter de nos conflits. Le Canada va être représentant en tant que pays, a son siège en tant que pays, ce qui est assez exceptionnel. Le Canada prend même part aux discussions de paix et va signer le traité de Versailles en juin 1919, traité de Versailles qui met fin à la guerre et qui impose des conditions de reddition aux puissances centrales. Parlant du traité de Versailles, le traité de Versailles, comme vous allez voir l'année prochaine, quand vous allez parler de la seconde, pas l'année prochaine, quand on va en parler plus tard, c'est bon, on va en parler plus tard dans un autre chapitre de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir que le traité de Versailles qui était censé amener calme et imposer à l'Allemagne, parce que c'est surtout l'Allemagne qui va subir ce traité de Versailles-là, qui était supposé s'assurer que l'Allemagne ne remette pas de troubles en Europe, mais finalement, ça va nous précipiter vers la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je veux dire que le traité de Versailles, c'était supposé être s'assurer que l'Allemagne reste à terre et ne soit pas trop dangereuse, ce qui fait en sorte que finalement, c'est le contraire qui va se passer et l'Allemagne va se retourner de bord avec un chef charismatique. C'est ce qui va précipiter le monde dans cette Deuxième Guerre mondiale-là. On parlait de cette plus grande autonomie-là du Canada. Ça va mener, ultimement, en 1926, au statut de Westminster, où le premier ministre du Canada va demander au premier ministre britannique de mieux définir l'autonomie du Canada et des autres dominions à l'écart du Royaume-Uni. Parce que le Canada, à cette époque-là, s'appelle le Dominion du Canada, pas juste le Canada. Donc, c'est encore un territoire sous l'influence britannique. On va avoir un certain Balfour qui va aller, qui est un Britannique, qui va analyser la situation du Canada, qui va faire une enquête ministérielle et finalement, il va déposer son rapport, le rapport Balfour, de son nom, et il va faire des recommandations. Entre autres, il va recommander la reconnaissance formelle de l'autonomie des dominions. On va dire, bon, les dominions ne sont plus des colonies, c'est plus avantageux de les garder comme des colonies, il faudrait leur donner leur autonomie complète. Quasi complète, du moins. Parce qu'avec le statut de Westminster qui va arriver en 1931, le Canada va être autonome, sauf que s'il veut modifier sa constitution, il doit demander au Parlement britannique parce que la constitution canadienne va rester à Londres. Alors, en terminant, j'ai mis quelques photos pour montrer de quoi ça a l'air les tranchées. Donc, c'était vraiment pas la vie facile. Là, on voit souvent les tranchées et les no man's land étaient inondées. Il y avait beaucoup de maladies. Les soldats vivaient dans des conditions absolument immondes, ce qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup aussi qui ne mouraient pas nécessairement des tirs ou des combats, mais ils se faisaient tout simplement
il tombait malade et il décédait. Il y avait aussi beaucoup de problèmes de rats dans les tranchées. Donc, ce n'était pas une vie facile, ce n'était pas une vie agréable. Donc, cet événement-là qui a marqué le monde, c'est un événement qui est vraiment exceptionnel et c'est très triste, mais ça a amené aussi plusieurs avancées techniques qui vont, oui, profiter à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je pense entre autres à l'aviation, qui a développé aussi l'aviation commerciale. Euh, L'avènement, on va utiliser de plus en plus de véhicules à moteur. Donc, ça a amené plusieurs progrès, mais ça a eu aussi des conséquences et ça a pavé la voie à la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, c'est en cet honneur-là qu'il ne faut pas oublier que chaque année en septembre, on a en novembre, excusez-moi, on a le jour du souvenir pour se rappeler tous les sacrifices que les vétérans canadiens ont fait pendant cette guerre-là et aussi pendant toutes les autres guerres. Donc, je conclus là-dessus. Alors, c'est la fin du vidéo. J'essaie de m'en tenir autour de 40 minutes. Je sais que c'est déjà long. Je sais que vous avez d'autres matières à voir, donc j'essaie de garder ça le plus concis, mais vous me connaissez, j'en ai toujours beaucoup à dire. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelques précisions par rapport à ça. J'espère que ça a été pertinent. Je vous encourage aussi fortement à les regarder. J'aurais adoré qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on puisse regarder ces vidéos-là ensemble, mais il y a la chaîne Obvious Amplify, excusez-moi, qui explique parfaitement cette guerre-là. Et on avait déjà regardé des vidéos ensemble, nous autres, mais ils en ont fait 2 épisodes sur la Première Guerre mondiale qui expliquent parfaitement ce qui s'est passé en détail. Alors, je les enverrai, je les mettrai en la description. Donc, je vous encourage fortement à aller regarder ça pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Sinon, d'ici là, continuez votre bon travail et on espère se revoir bientôt. Bye bye!